Bonjour, alors aujourd'hui je voulais aborder le sujet du S&P, continuer l'analyse, de voir ce qui se passait, parce que les marchés sont en train de faire ce que je pensais qu'ils allaient faire, c'est-à-dire donc là ils ont rebondi, et puis là on avait vu qu'on avait mis le 200 Moving Average ici, je vais le remettre pour vous remontrer. Euh, Euh, voilà, et on le met en 200. Alors, qu'on voyait l'autre jour, c'était que sur ce moving average, ici, beaucoup de gens en analyse technique ont vendu après la cassure du 200 moving average, et on disait que c'était une invitation aux vendeurs amateurs de vendre émotionnellement, parce que il y a le sentiment sur les marchés est très très bas et vraiment au plus bas. Et quand c'est au plus bas, en général, c'est le contraire qu'il faut prendre, c'est plus le côté inverse du sentiment, c'est-à-dire si le sentiment est très bas, ça va plutôt chercher à un point à acheter les marchés, et si le sentiment est au plus haut, on va plutôt chercher à alléger ses positions ou à vendre ses positions. Parce qu'il suffit qu'il y ait un tout petit événement qui se passe et qui fasse trembler les marchés, et puis ils peuvent retomber. Et donc là, on voit que les marchés ils sont en train de remonter. On a vu que là, ça a tapé dans dans ma zone de demande, donc d'achat. Et on voit que là, il y avait forcément un peu de vendeurs, mais étant donné que le prix est allé seulement jusqu'ici, il n'est pas allé très loin, il n'y a pas une grosse marge de profit. Si le prix de là était descendu beaucoup plus bas et que ça remontait ici, je ne dirais pas la même chose. Mais étant donné que le prix il est tombé juste ici et il est remonté, et là, évidemment, il est en train il y a un petit peu de vendeurs ici, mais il continue petit à petit à monter. Donc, on va voir ce qui se passe. Il n'y a aucune certitude, mais moi, je pense que les marchés vont continuer de monter et continuer leur, euh, leur ascension. Et il y a aussi un point qui fait que c'est assez intéressant là d'acheter les marchés. C'est que si on regarde les taux d'intérêt sur le benchmark des obligations américaines à 10 ans, donc les 10-year Treasury Bonds, ou les notes, je sais plus, voilà, ils étaient au plus haut. Donc là, on voyait que les taux d'intérêt étaient très hauts. Là, ils étaient montés jusqu'à plus de 5%. Et ensuite, ils sont retombés, remontés, retombés, remontés. Et là, on voit qu'ils sont allés taper dans cette zone de vente et qu'ils sont en train de tomber. Et que dans tout ça, là, si on devait voir là où il ne faut pas trader, où il n'y a pas de gros déséquilibres d'acheteurs à vendeurs, c'est ici. Voilà, entre ça, on va dire entre ouais, même ça et ça. Ça, dans cette zone que je suis en train de tracer, il n'y a pas, il n'y a pas de déséquilibre significatif d'acheteurs ou de vendeurs. Donc en fait, les taux d'intérêt pourraient redescendre vraiment. Alors moi, j'ai ma zone d'achat ici. Il pourrait vraiment redescendre assez rapidement. Ici, certainement, arrêter de tomber et puis naviguer en zigzag avant de continuer de tomber. Il pourrait monter un peu avant de retomber, mais je pense que les taux d'intérêt vont continuer de tomber. Surtout après la Fed l'autre jour, qui a annoncé qu'ils allaient arrêter ou du moins réduire euh, radicalement la vente, leur vente d'obligations sur leur balance sheet, c'est-à-dire sur leur compte financier. La Fed aux États-Unis a énormément d'obligations américaines parce qu'ils ont financé une partie de la dette pour, pour, euh, ils avaient acheté énormément d'obligations pour aider à rabaisser les taux d'intérêt. Et puis ensuite, ils s'en séparaient petit à petit. Il y avait de l'inflation et ils s'en séparaient. Et, euh, et ce qui faisait que quand ils vendent
quand il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, les obligations, comme quand tout instrument financier, quand on vend, bah, l'instrument va plutôt descendre. Et étant donné que les taux d'intérêt sont à l'inverse du prix des obligations, les taux d'intérêt avaient plutôt tendance à monter. Et c'est ce qu'on a vu là, c'était la quantitative tightening, ils appellent ça. Le tightening, c'est qu'ils réduisaient la taille de leur compte financier, surtout de leurs obligations qu'ils avaient achetées pour la période Covid. Et donc, ça aidait à faire monter les taux d'intérêt. Et là, ils réduisent énormément leur vente d'obligations, ce qui fait que les taux d'intérêt vont pas monter aussi rapidement. Parce qu'il y a moins de vendeurs. Et la Fed, ils en ont une quantité monstrueuse. Et donc, les taux d'intérêt, si ils arrêtent de vendre leurs obligations, les taux d'intérêt vont plutôt avoir tendance à rester stables, voire baisser, vu qu'il y a moins de vendeurs. Et donc, ça fait qu'il y aurait plus d'acheteurs sur les obligations et moins de vendeurs, donc proportionnellement moins de vendeurs par rapport au nombre d'acheteurs, et ce qui ferait redescendre les taux d'intérêt. Donc, fondamentalement, c'est une logique qui tient complètement la route. Et au niveau graphique des zones d'achat et de vente, pour qualifier la quantité de vendeurs et d'acheteurs qu'il y a sur les marchés, on voit que les déséquilibres qu'il y a nous montrent que les taux d'intérêt ont plutôt tendance à aller vers le bas que vers le haut. Donc, même s'il pourrait très bien remonter dans cette petite zone ici, dans cette petite zone-là, ça ferait un plus haut. Ici, ça ferait que, avec tout ce trading qu'il y a eu ces derniers jours, ici, là, si ça passait au-dessus de ce plus haut-là, ça taperait là et ça amènerait, ici, ça amènerait des acheteurs novices. Enfin, non, vu que ça, c'est les taux d'intérêt, ça fait que les obligations sont à l'inverse. Donc, ça amènerait donc des vendeurs sur les obligations et ensuite pour que les institutions puissent acheter, ce qui ferait que les taux d'intérêt ici redescendraient. Et donc, lorsque les taux d'intérêt descendent, fondamentalement, tout le monde, tous les investisseurs vont chercher le meilleur rendement sur leur argent. Et quand on cherche le meilleur rendement sur notre argent, je vais vous poser je vais vous dire ça sous forme de question. Qu'est-ce que vous choisiriez si vous aviez un rendement possible de 10% contre un rendement possible de 3%? Je pense que la logique fait que vous choisiriez le rendement à 10%. C'est logique, tout le monde le ferait. Donc, quand on voit que les taux d'intérêt ici sont en train de baisser, les actions ont assez chuté ces dernières semaines à cause des tarifs et tout ça. Et ça a fait baisser la chute des actions, a fait baisser les TER et surtout le plus important, le yield sur le retour sur investissement des actions. C'est-à-dire le S&P, par exemple, pour vous donner un exemple, l'estimation 2025 des earnings per share, donc des bénéfices par action du S&P 500 est à je crois que c'est JP Morgan ou non, Goldman Sachs, ils ont annoncé entre 262 et 268. Donc, si on prend une petite marge de safety et qu'on met à 260 les earnings, donc les bénéfices par action du S&P 500 global en prévision pour 2025, on va dire on peut prendre 260. Et si on va sur le S&P 500, on voit à combien il trade. Il trade à peu près à 5700 et il est tombé l'autre jour jusqu'à 5515. Donc, grosso modo, bon, 5000, on va dire 5550. Donc, si on divise 260 par 5500, alors 260 divisé par 5550, ça nous donne un retour de 4,6%. 4,6% retour de yield sur les actions du S&P, la globalité de l'économie américaine, grosso modo. Et donc 4,6%. Si on retourne sur le benchmark que tout le monde regarde, c'est-à-dire
Il y a les obligations à 30 ans, les obligations à 10 ans, les obligations à 5 ans, à 2 ans, à 6 mois, à 1 mois, etc., etc. Il y a plein d'années possibles. Le benchmark, celui sur lequel tout le monde se base, c'est le 10 ans, vu que c'est la moyenne. La moyenne entre les 30 ans et les 1 mois, on va dire. Donc, ils ont pris à peu près 10 ans et c'est à peu près, enfin, c'est le benchmark. Et donc, le benchmark sur les obligations à 10 ans, il est à 4,2. Alors qu'on voit que il est à 4,2 et puis il est même descendu l'autre jour, il était à 4,13 et avant il était voilà, il était remonté, donc on peut voir que 4,2 c'est un moins bon retour que 4,6 que nous proposent les actions sur le S&P 500 de l'économie américaine dans sa globalité, en gros. Donc, on peut estimer, étant donné que les tarifs, ils en ont fait une crise émotionnelle, mais personne ne sait vraiment ce que ça va donner. Ils disent tous que ça va amener de l'inflation et tout ça, mais les obligations ne nous montrent pas que ça va amener de l'inflation parce que depuis qu'il y a cette crise émotionnelle sur les tarifs, euh, les, les obligations n'ont pas arrêté de tomber. Et donc, enfin, les intérêts sur les obligations n'ont pas arrêté de tomber. Ils sont passés de 4,80% à, ils étaient tombés jusqu'à 4,13 et la possibilité qu'ils tombent beaucoup plus bas, en dessous de 5, en dessous de 3,60 sont assez élevés. Donc, on peut imaginer que même si les actions continuaient de tomber, ça augmenterait le retour possible des actions comparé au retour sur les obligations. Donc, ça fait que le retour sur les actions est beaucoup plus intéressant. Et donc, ça nous donne une analyse assez fondamentale pour dire que bah, déjà le retour sur investissement des actions, il est meilleur. Donc, avant de savoir vraiment si les tarifs vont avoir un impact considérable sur l'économie américaine ou un avantage que personne ne sait vraiment, et bien on peut savoir que les actions donnent un meilleur retour. Et donc si on retourne sur le S&P et qu'on voit que là par rapport à notre zone d'achat et l'analyse qu'on a pu en faire ici, on voit que ça remonte et l'idée que ça continue de monter est assez est fort probable. Donc voilà, ça c'est un point assez intéressant et on peut voir qu'évidemment on a calculé que sur le S&P 500, le retour sur investissement des estimations des bénéfices par action pour 2025 est de 4,6%, grosso modo, annuel. Euh, on sait très bien qu'il y a des actions qui vont donner un retour beaucoup plus élevé. Donc, je parle notamment des banques. On va prendre un exemple des banques. Je vais sur un site qui s'appelle Finviz, c'est assez simple à trouver. Et puis, par exemple, on va voir Citigroup. Citigroup, c'est une banque américaine qui nous donne un bénéfice par action. Ça, c'est TTM, c'est Trailing 12 Months. C'est-à-dire que c'est sur tout ce qui s'est passé sur les derniers 12 mois. L'entreprise nous apporte 5,94%, 5,94 dollars par action de bénéfices. Donc, si on fait la même chose que ce qu'on a fait sur le S&P 500 qui nous a donné 4,6% de retour sur l'année pour les estimations 2025, si on fait donc 5,94 divisé par le prix de l'action, qui est à 71,82, bon, on va mettre grosso modo 71, même à 72, ça nous donne un retour sur investissement de 8,25. 8,25. Donc, autant vous dire que les banques aux États-Unis, comparées à leur benchmark du taux obligataire à 10 ans, elles sont pas chères du tout et elles ont de fortes chances de monter. Donc, voilà. C'est une petite vidéo pour compléter l'analyse
que j'ai fait sur le S&P 500 l'autre jour en expliquant ma théorie du fait que je pense qu'il va continuer de monter. Alors, comme je dis, rien n'est certain. Il n'y a aucune certitude. Voyez, il peut faire ce qu'il veut en fait. Il peut faire ça, redescendre un peu, remonter. Il peut monter direct. Il peut redescendre un peu plus bas, mais après remonter. Il n'y a pas de certitude. Mais bon, étant donné qu'il a tapé dans cette zone d'achat et qu'il est remonté et que là, il y a beaucoup de gens qui sont coincés. Ils sont coincés à la vente pour l'instant. Donc, ça s'appelle quelque chose, on appelle ça le stock money. Le stock money, c'est les gens qui sont coincés à la vente et qui se retrouvent du mauvais côté du marché à devoir peut-être bien inverser leur position. Donc, je vais vous montrer un autre petit truc aussi, un petit détail intéressant. Quand on va sur les futurs, du S&P par exemple, et je vais prendre un graphique hebdomadaire, on voit que là, ça c'est l'indice du COT. C'est l'indice qui s'appelle Commitment of Traders. Et c'est en fait, ça nous montre les commercial hedgers, large traders et small traders. Donc du coup, les commercial hedgers, c'est ceux qui nous intéressent. C'est les pros, c'est les institutions, c'est les banques d'investissement, c'est les gens qui se hedgent, c'est les gens qui doivent acheter pour, je sais pas, c'est pour une entreprise comme Nestlé, ils doivent acheter du cacao sur le chocolat. Où est-ce qu'ils posent leur position? Où sont leurs positions? Est-ce qu'ils sont plutôt à l'achat, à la vente, etc. Et donc, on voit que, alors, il y a deux façons de le lire. Il y a soit le short squeeze qui nous montre où est-ce qu'ils ont shorté ou vendu le marché et est-ce que le marché est monté juste après, ou est-ce qu'ils sont en fait en train de, est-ce qu'ils ont vendu et est-ce qu'ils vont inverser leur position. Donc là, on voit que, par exemple, ici, ils étaient en vendeur et ils ont dû inverser leur position ici parce que le marché commençait à remonter. Et alors, je vous cache pas, le plus important pour moi, c'est le short squeeze. Par exemple, ici, ils étaient énormément à l'achat et ensuite ils ont vendu. Et quand ils ont vendu, et ben ici, le marché est monté. Et donc, ils étaient complètement dans le mauvais sens du marché. C'est-à-dire que ils ont eu besoin. Donc là, c'est beaucoup ça se fait régulièrement que les institutions se mettent à vendre pour que le prix retourne à leur zone de vente s'ils étaient du mauvais côté du marché. Et du coup, ensuite, ils inversent leur position et puis ils arrêtent de vendre et puis ils laissent le marché repartir dans la position initiale. Et ça, ils le font par rapport aux ordres d'achat parce que tous les marchés sont basés sur la, combien d'acheteurs y a-t-il à un certain niveau, combien de vendeurs y a-t-il à un certain niveau. Et si on engloutit tous les vendeurs ou tous les acheteurs à un niveau, bah, le marché va monter ou descendre. C'est l'offre et la demande. C'est vraiment le fonctionnement économique de toute chose. Et c'est exactement la même façon dont les marchés fonctionnent. Donc, bon, ça c'est un petit détail, je ne devrais peut-être pas vous le dire, mais je vous le dis quand même. Mais bon, en tout cas, voilà, ça c'était l'analyse pour vous expliquer ma vision des choses sur le marché actuel. Et donc on voit que là, le marché, il est en zigzag en fait. Zigzag, il monte, il descend, il monte, il descend. Et il y a de fortes chances pour qu'il continue de monter et qu'en fait là, il y a quelques vendeurs, les fameux vendeurs qui étaient à la cassure du 200 Moving Average. Il en reste un petit peu là, mais à mon avis, la tendance est devenue à la hausse et va continuer à la hausse jusqu'à ce que ici il y a quelques petits niveaux. Ça faudra faire attention à ce niveau-là, mais m'inquiète pas tant que ça parce que c'est un niveau qui, vous voyez, c'est en fait si on regarde le niveau avec plus de avec plus de recul, on voit que ce niveau, il est à l'intérieur de tout ça. Et donc, à l'intérieur de tout ça, ça fait que c'est à l'intérieur de la moyenne de vente du S&P en moyenne, sa moyenne de vente. Et donc, c'est là où la plupart des gens euh, acceptaient d'acheter et de vendre. Donc, il n'y avait pas vraiment de déséquilibre. Mais voilà. Donc, il y a
il y a ce niveau-là où il faut faire attention quand même, parce que peut y avoir un retournement, même si c'est pas un retournement qui va faire que les marchés vont tomber plus bas. Tout est possible, mais au moins un petit retournement qui ferait que ça pourrait redescendre un petit peu. Donc faut garder ça, faut garder un œil ouvert quand même. Et puis, mais les marchés devraient, même s'ils font du zigzag comme ça, devraient passer au-dessus, aller au moins au plus haut ici, voire plus haut. Donc voilà, ça c'était mon analyse un peu plus fondamentale pour backer ce que je dis depuis l'autre jour sur le S&P. Voilà, bon, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao.